Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, on s'enflamme pour Cyrian Ravet. Ça va, Cyrian? Ça va et toi? Tu vas bien? Bah ouais, ça va parfaitement. Entrer sur du Michael Jackson, c'est pas mal quand même. C'est parfait, c'est ce qu'on ouais, aime. c'est parfait, c'est ce qu'on aime. Tout le monde aime, de toute façon. Ça va, Cyrian? Ça va, super, super. Ouais, ça me fait plaisir que tu sois là. On s'était vu, on avait eu la chance de... Enfin, j'avais eu la chance de t'interviewer pendant les Jeux après ta médaille au Club France. Bon, c'est un peu le marathon médiatique, je sais pas si tu t'en rappelles trop, mais ça me fait plaisir de t'avoir à nouveau et de pouvoir discuter avec toi. Un plaisir partagé. On va te présenter un petit peu, Cyrian, quand même, pour nos téléspectateurs. Tu pratiques le taekwondo, ton palmarès, bon, déjà bien fourni à seulement 23 ans, triple champion d'Europe et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la catégorie des moins de 58 kilos. Question rituelle dans l'émission, Cyrian, la dernière fois où tu t'es enflammé. Ça peut être en taekwondo ou ailleurs. Hein. La dernière fois où je me suis enflammé, waouh. Ah, comme ça commence direct. Bah écoute, la dernière fois que j'ai gagné une compétition, donc l'année dernière. Hein. L'année dernière, Ouais. Magnifique. Et en dehors du taekwondo, il y a un moment où tu t'enflammes sur les jeux vidéo peut-être? Ah ouais, sur les jeux vidéo, je m'enflamme tous les soirs. Plus qu'au taekwondo, limite. Ah oui. Limite. Bon, on a un petit message, nous, avant de débuter vraiment cette émission. Regarde. Ouais, Chérie, j'espère que tu vas bien. Lucien, salut à toi. Chérie, n'oublie jamais, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Gingembre. Souleymane Alaphilippe, ton coéquipier en équipe de France de taekwondo. Bah stylé de voir ça directement. Ah ouais, il a dit une phrase là, je m'en souviens. C'est quoi? C'est Spider-Man, ça, non? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est une phrase qu'on nous a dit dans le village olympique, Ok. dans notre chambre. C'était drôle. C'était Qui a dit ça? mon ancien coach Egvara. D'accord. Et c'était drôle. Ok. Et il a rajouté gingembre. Ouais, gingembre, c'est un Jones. C'est quoi ça? Ça veut dire cogite. Ah d'accord, ok. Voilà. C'est là que je vois que je commence à prendre de l'âge et que je suis plus si jeune que ça. Mais bon, on va s'enflammer tous les deux, Cyrian? Allons-y, Ok, on y va? pas de problème. Allez, on va allumer le feu, c'est parti. Alors, rapidement, Cyrian, le taekwondo pour les nuls, pour ceux qui nous regardent. Et ben, le taekwondo, c'est un art martial coréen où on fait un 1 contre 1. Donc, un 1 contre 1. Et on se bat principalement avec les jambes. Ok. Donc, voilà. Simple, efficace. Il y a un casque, un plastron, on score. Et le score, il arrive sur une télé qui est en face de l'aire de combat. Et voilà, 1 contre 1 à base de coups de pied, en gros. Ok. Toi, tu commences cette discipline à 8 ans dans la région lyonnaise. Pas tout de suite. Avant, tu touches à d'autres sports, des sports co notamment. Ouais, bah, j'ai touché au rugby, au basket, mais quand il n'y avait pas assez de contact au basket pour moi, D'accord. pas assez de combat plutôt, parce qu'il y avait du contact. Rugby, pareil, mais moi je voulais vraiment combattre des petits, et quand je me suis essayé au taekwondo, sur un coup de tête comme ça avec mon père qui m'a mis au taekwondo, Ok. et bah, j'ai kiffé directement l'effet acrobatique, les coups de pied, en plus moi fan de Bruce Lee, tout ça, donc ouais, j'ai kiffé directement et depuis bah, j'en suis encore à faire du taekwondo. Bruce Lee, ça traverse les générations. Hein. Dis-toi que, je te le disais tout à l'heure, je présente une émission de MMA. On a eu un coach maintenant, ancien combattant de Muay Thai, qui a 57 ans aujourd'hui, qui a commencé les disciplines, les sports de combat grâce à Bruce Lee. Tu vois. Bah, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Hong Kong. Ouais. Et j'ai vu du coup la date de naissance et de mort malheureusement de Bruce Lee. Et en fait, il remonte à pas mal de temps. Et ouais. Et c'est vrai qu'il a traversé les générations. Un truc de fou. Tu parlais de contact. Est-ce que tu voulais aussi absolument partir sur un sport individuel? Le sport collectif te correspondait peut-être pas assez, pas trop? Ouais, sport collectif, j'arrive pas. Ouais, je suis plutôt solitaire dans ce monde-là, je pense. J'aime bien tout donner pour moi-même et je pense pas que j'ai une mentalité à m'adapter trop avec les autres. Ouais. Mais ouais, Puis, sport individuel, c'est mon truc. Il y a toujours ce truc en sport individuel, que tu gagnes ou tu perdes, c'est toi. C'est Ah, ça, c'est sport toi. Tu co, comptes pas sur les autres. Et oui, sport co, tu peux faire un match de fou et puis perdre. Mm. C'est ça qui est un peu difficile avec ça. les sports collectifs. Bon, quand on voit ton palmarès, tu as bien fait d'opter pour cette discipline. Tu constates tout de suite que tu as un truc en plus dans ce sport-là, où on te le dit, comment ça se passe? Moi, quand je commence quelque chose, c'est pour aller à fond directement. Ok.
J'ai commencé le taekwondo, j'avais déjà des bonnes aptitudes, que ce soit la souplesse ou l'explosivité. Donc on me l'a dit assez rapidement quand même, que ce soit mon père ou mes anciens coachs. Et puis même moi, j'ai vu qu'il y avait quelque chose et qu'il y avait du potentiel. Donc, et puis de toute façon, j'ai toujours fait ça avec passion, du coup, ça a glissé tout seul en fait. Et à quel moment précis, s'il y en a un, hein, tu te dis, ok, là je peux peut-être gagner ma croûte avec ça, je peux peut-être en faire mon métier en fait. Directement? Ah ouais, direct. Ouais, ok. directement. Dès les premières sensations, tu t'es ouais, dit... j'ai kiffé directement. Et c'est pour moi. j'ai une petite anecdote avec ma mère où j'étais tout petit et dans mon jardin, et je lui parlais, mais en fait, je peux faire champion de France, puis champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. C'est trop bien en fait. C'est ça que je veux faire. Incroyable. Et ouais, j'étais tout petit et c'était dans ma mentalité dès le plus jeune âge, on va dire. Et à l'école, parce que du coup, si tu avais déjà cet objectif-là, tu sais, on a tous le truc, tu fais ta rentrée, tu as un petit papier, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Tu marques ton truc. Toi, tu marques, je vais être champion olympique de taekwondo? Ouais, Ok. c'est ça. Et la réaction, t'as eu parfois des gens qui t'ont dit, mais non, sportif de haut niveau, c'est pas un métier, t'y arriveras pas, ça va pas le faire. J'ai des professeurs qui m'ont dit ça, j'en ai quelques-uns qui m'ont mis des bâtons dans les roues, pas tous, parce que j'en ai quelques-uns qui ont cru en moi, pardon. Donc il y a de tout. Mais bon, moi j'ai mon objectif, et si j'ai mon objectif et que mes parents ont le même objectif que moi et que mon entourage proche a le même objectif que moi, Ouais. je m'en fous un peu de qui parle, quoi. C'est bien déjà à ton âge aussi de s'en foutre de la vie des autres. Je pense que c'est une force. Franchement, je pense que c'est une force. Ouais, ouais, d'accord. Alors il y a un tournant aussi dans ta carrière, c'est 2020, enfin 2021, tu nous disais tout à l'heure, tu intègres l'INSEP. Ouais. Donc voilà, il y a la fabrique des champions, il y a plein de disciplines différentes, plein d'athlètes différents. Tu découvres un peu un autre monde à ce moment-là, ça fait un choc? Ça fait pas spécialement un choc parce qu'en fait, je m'y suis adapté petit à petit. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, j'allais à l'INSEP quelques fois par semaine. Je voulais pas intégrer l'INSEP à temps plein parce que je pense pas que j'étais prêt. Ok. Dans quel sens? Pourquoi tu penses pas que tu étais prêt? Quitter la famille d'un coup, vivre dans un internat, tout ça en plus en étant mineur, donc avec des restrictions. Moi, je savais, et mes parents aussi, savaient que ça allait pas le faire pour moi. Et du coup, j'ai attendu la majorité avant de rejoindre l'INSEP, même si je pense que dès 16 ans, j'aurais pu aller à l'INSEP. Okay. Mais j'ai vraiment attendu, je me suis entraîné en club et j'ai attendu le bon moment avant d'y aller. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de pas faire de bêtises. Ouais. Et comment ça se passe alors là-bas? Parce que tu vois, toi, tu arrives en tant que petit jeune, les dents qui rayent le parquet, tu as envie de tout défoncer. Mais là-bas, tu as aussi des grands champions, des mecs qui ont roulé leur boss, qui ont une grande expérience. Cette adaptation-là, de rentrer dans ce milieu-là, comment ça s'est passé? Comme tu as dit, moi, je m'en fous un petit peu. Hein. C'est-à-dire que je suis rentré avec mon objectif. Que les grands, que les anciens, ils aiment mon objectif ou pas, je m'en fiche un peu, je fais mes trucs. Ouais. Et puis, j'ai eu de la chance ou pas. Dès la première année, j'ai quand même performé à l'international. Donc, ça a joué aussi sur le fait de m'en foutre un petit peu. Et il y a pu avoir des discours d'anciens, sans les citer, mais tu vois, qui t'ont vu arriver, qu'on dirait calmos le petit jeune, quoi. Tu vois, il arrive, il a la dalle, mais nous on est là, quoi. En vrai, je suis très respectueux. Ouais. Je suis très respectueux, je fais pas la grande gueule, je me vante pas quand je gagne, donc. Ouais. J'ai jamais eu ça. T'es assez discret dans la vie de tous les jours, Cyrian? Assez, ouais. Assez discret. Je fais ma petite vie de mon côté, je kiffe ma vie et puis voilà. Ouais. Réservé un peu aussi ou pas? Un petit peu. Un petit peu. Ça va, avec le temps, ça va de mieux en mieux. Ouais. Mais ouais, quand j'étais un petit peu plus jeune. Ouais. Et dans ta discipline, quand tu rentres en compétition, c'est un nouveau Cyrian ou il y a un peu aussi du Cyrian de la vie de tous les jours? Il y a les deux, c'est un bon mix des deux. Ouais. C'est un bon mix des deux en compétition. Je suis quelqu'un d'assez calme, je stresse assez peu, pardon. Après, voilà. Et comment tu définirais, Cyrian, ton style on voit des images, c'est impressionnant, ton style justement de taekwondoïste? Moi, je définirais mon style d'explosif. Ouais. On me le répète assez souvent. J'ai de la chance d'avoir un physique assez explos, donc et beaucoup très technique en vrai, je pense. Ça, j'en suis assez sûr. Je suis pas mal technique. Je m'inspire pas mal des Coréens qui sont très très techniques. Ouais. Puis je travaille beaucoup de mon côté seul aussi sur cet aspect technique. Mais ouais, je dirais explosif et technique.
On va parler un petit peu des jeux, Cyriane, enfin un petit peu beaucoup même, hein, c'est l'essence même aussi de ce programme On s'enflamme. Ton premier souvenir des Jeux Olympiques, la première édition que tu as suivie, une performance qui t'a marqué? Moi, la performance qui m'a marqué, je m'en souviendrai toujours, c'était le 100 mètres de Usain Bolt. Ouais. Je me rappelle plus à quel jeu par contre, peut-être 2016. 2008. Pékin 2008, ouais. Et bah 2008, Ouais. J'étais si jeune. Bah ouais, j'étais étonné, tu vois, quand tu m'as dit ça. On était en vacances avec toute la famille devant la télé, grand soleil et tout le monde regarde ça en fait. Et on a kiffé en famille et ouais, c'est un souvenir que je m'en souviendrai toute ma vie. Et bon alors, j'allais te demander, est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis je veux y être, je veux faire ça, mais en fait toi c'était déjà bien avant. Ça fait partie de ces moments-là. Hein. Ouais. Ça fait partie. Et là, j'avais pas encore commencé le taekwondo, je pense. D'accord. Et c'est à partir de ces moments-là, je me suis dit en vrai, j'ai envie de gagner quand même. J'ai envie de faire des belles choses. Ouais. Et les jeux, à ce moment-là, quand tu les vois à la télé, ça représente quoi pour toi? Et même au sein de ta famille, ça représente quoi? Tu as une famille de sportifs, hein. Ouais, j'ai une famille de sportifs. Qu'est-ce que ça représente? Les jeux, ça représente quand même un accomplissement pour un sportif. C'est le plus gros événement. C'est un événement planétaire. C'est une dinguerie, quoi, si je peux dire ça comme ça. Non, t'as raison. Peut-être une importance un peu plus forte pour ta maman, non? Parce que ton père vient du foot. Ouais. C'est que le foot, voilà, au jeu. Alors il y a du foot au jeu, mais c'est plus amateur. Le handball, c'est le Graal, les Jeux Olympiques. Ouais. C'est ça, ma mère fait du hand. Ouais. Enfin, faisait du hand. Les jeux, pour ma famille, les jeux quand même, même mon père en vrai, hein. Les jeux c'est quand même le Graal, sachant que moi je fais du taekwondo, donc c'est aux Jeux Olympiques, donc forcément c'est la plus grosse compétition, donc c'est le Graal ultime. Alors j'ai envie de dire, Cyriane, que ton histoire avec les Jeux, alors, tu l'as vécu vraiment à Paris, mais elle a commencé un petit peu, en tout cas un soupçon, avec Tokyo. Ouais. Parce que tu es encore très jeune à ce moment-là, et pourtant tu passes tout proche de la qualification. Le moment clé, bon, on va l'aborder, c'est pas forcément le meilleur souvenir de ta carrière, je pense que c'est même le pire. C'est le tournoi de qualification olympique à Sofia, en Bulgarie, le 7 mai 2021. Tu perds en demi-finale, tu termines 3e. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que seuls les 2 premiers vont aux Jeux Olympiques de Tokyo. Comment tu vis ce moment-là à chaud, si on se replonge un peu dans l'instant? Alors, comme tu as dit, c'est les 2 premiers qui sont sélectionnés. Moi, je tombe remplaçant. Donc 3e place, remplaçant européen, c'est-à-dire que s'il y a un Européen qui se blesse ou qui ne peut pas faire, qui a le Covid ou quoi que ce soit, c'est moi qui le remplace. Ah oui, c'est dur, parce que du coup, tu es presque à espérer un petit peu Exactement. que des mecs se C'est claquent. dur parce que tu es presque à espérer. Ouais. En même temps, tu as perdu la compète, donc tu te dis peut-être que je ne le mérite pas, tu vois. En même temps, t'es pas trop mature. Moi, avec le temps, je me dis c'est une bonne chose. De toute façon, je pense que j'étais pas prêt à performer aux Jeux Olympiques. Même si en vrai, je pense que j'aurais pu l'être. Mais... Pourquoi trop jeune? Manque de maturité? Peut-être manque de maturité. D'accord. Peut-être manque de maturité. Même si j'étais très bon à ce moment-là. J'avais fait champion d'Europe déjà. Mais il manquait un petit truc, je pense. Donc, après, voilà. Je me dis ça maintenant. Sur le coup, ça faisait très, très mal. Hein. Ouais. Sur le coup, ça faisait très, très mal. J'avais envie de les faire de tout mon cœur. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien sûr. Encore maintenant, c'est ton pire souvenir en carrière, dans ta jeune carrière, hein, Ouais, je pense. Ouais, je pense. Ah, c'est dur. En fait, tu vois, même en fait, à chaque Jeux Olympiques, les remplaçants, ils sont sélectionnés. Parce qu'il y a toujours un pépin. Moi, il y a eu 0 pépin, comme de par hasard. Mais bon, c'est comme ça. Et est-ce qu'après la phase de tristesse, de frustration, est venue celle de l'affamement, j'ai envie de dire, encore plus la dalle, quoi? La phase de frustration, elle a été très courte. Ah ouais? Le soir même, j'avais déjà la dalle pour repartir. D'accord. Et comment tu as réussi, toi, à cet âge-là, donc tu es encore très jeune à ce moment-là, à faire ce switch? Je sais pas. Il n'y avait pas une méthode ou... J'ai mon objectif en tête. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Et puis. C'est fort, hein, de réussir à faire ça tout seul. Je l'ai vu comme ça. Ouais. Donc ça part même pas d'une discussion avec tes proches ou un coach. C'est vraiment toi seul avec toi-même qui arrive à trouver ce déclic. Je pense qu'après aussi c'est d'éducation. Ouais. C'est-à-dire qu'avec mes parents, ça a toujours été ok, te presse pas, tu vois. Te presse pas, ça va arriver.
Moi, je l'ai intégré dans mon ADN, ça, on va dire, et ça s'est fait tout seul. Ouais. Bon, on peut dire que tu as parfaitement rebondi, puisque tu vas remporter en 2022, l'année suivante, le Grand Prix de Paris, à seulement 21 ans. Donc tu gagnes cette compétition qui réunit le top 32 mondial de ta catégorie, en battant notamment Jung Jang, champion du monde 2019, et Mohamed Gendoubi en finale, médaillé d'argent aux Jeux de Tokyo. Ça, c'est quand même quelque chose, de battre le médaillé d'argent aux Jeux de Tokyo en finale. Est-ce que c'est venu un petit peu atténuer la déception? Toi, tu as vu ça comme une compète complètement différente, sans parler de Tokyo et tout ce qu'il y a eu avant? Alors moi, chaque compétition est différente, il faut le savoir. Tu arrives à effacer ce qui s'est passé avant? J'efface totalement. Et cette compétition, c'était une sacrée compète. Ouais. Même Jun Jang, qui est champion du monde, il a fait 3e au jeu l'année d'avant. La compétition... elle était vraiment... le niveau était vraiment extrême. Ouais. C'est un Grand Prix en France, à Paris, avant les Jeux Olympiques. C'était le meilleur moment pour performer. Et j'ai réussi à performer ce jour-là. Et ouais, j'en ai des très 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 bons souvenirs de cette compétition. Bah ouais, tu sais, on t'avait suivi en plus avec les caméras de Sport en France, le journaliste Fabien Lourdes, Thomas Micot, Louis Delperrier, t'avais suivi toute la journée et ils en gardent un très bon souvenir aussi, je tiens à te le dire. Ah bah c'est ce suivi victorieux avec cette belle médaille d'or. Moi je me dis aussi, bon, quand tu bats en finale le mec qui a fait médaillé d'argent aux Jeux de Tokyo, je sais que tu arrives à ne pas penser aux compétitions d'avant, mais il n'y a pas une petite part de toi qui te dit, ah mais en fait, les Jeux de Tokyo... Il y a toujours si cette part. Pu y aller. Il y a toujours cette part, je ne vais pas te mentir, il y a toujours cette part. Sachant que peut-être l'année juste après, j'ai battu le champion olympique en titre au championnat d'Europe. Il y a toujours cette part. Ouais. Mais bon, j'essaie de ne pas la garder en moi. Moi, comme je dis, c'est une autre compétition, donc voilà. Oui, puis avec des si on refait le monde. Hein. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Et, par contre, est-ce qu'après ce Grand Prix de Paris et cette victoire, tu te dis, ok, je suis capable de battre tous les meilleurs, en fait. J'ai peur de personne dans ma catégorie. Ou est-ce que tu te le disais déjà avant Paris? Je me le disais déjà avant, et là, c'est venu confirmer ce que j'avais en tête. Ouais. Et en fait, quand tu as ça en tête, tu peux qu'avancer. Là, si on regarde sur le podium, ils sont tous au moins champions de leur continent. Les 3, ils sont champions de leur continent. Sans compter les combats préliminaires juste avant. Où je bats équipe nationale turque, du gros niveau. Donc là, dans la tête, c'est vraiment ancré. On va parler de Paris 2024, parce que déjà en 2022, on te rabâchait Paris 2024 constamment, je pense. Hein. Toi, c'est devenu très vite une obsession, les jeux à la maison, à domicile, Paris 2024 et tout ce qu'il y a autour. Ou alors tu as réussi à faire ta route, tracer ta route doucement jusqu'à cette échéance? Alors moi, c'est pas devenu une obsession. Ouais. Je pense que ça en a été ma force. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, compétition une par une, j'ai posé les briques sur mon mur et j'ai construit le mur comme ça. Et à la fin, il y a les jeux. Quoi qu'il se passe, à la fin, il y a les jeux. Donc, je me suis dit, de toute façon, si je suis le meilleur, que je donne tout pour moi, les jeux, ça va bien se passer. J'ai pas eu les jeux et stresser à propos de ça. Pour moi, c'est une source de stress en vrai si tu penses tout le temps à ça. C'est sûr. Mais ce qui est fort, c'est que alors déjà que toi tu aies réussi à te protéger de ça, c'est très fort. Mais ce qui est dur à ce moment-là, et j'en parlais avec d'autres athlètes, c'est que tout le monde te rabâche ça. Tu croises un journaliste, je m'inclus dedans. Alors les jeux, t'es prêt, tu vas le faire. Les amis, même la famille. Bon, toi, t'as la chance d'être un peu protégé là-dessus, mais c'est quand même un sujet qui revient constamment, tout le temps. Surtout à Paris, je pense, en plus. Ouais, ça revient tout le temps. Que ce soit les sponsors, les médias, les interviews, et ci et ça. Ouais, et même à l'INSEP, non, je suppose. Même les coachs, les gars, sachez que les jeux arrivent. C'est les coachs, tu regardes dans l'INSEP, il y a des drapeaux des jeux. Tu regardes sur Internet, ça commence à parler des jeux. Que ce soit en bien ou en mal, parce qu'il y a eu beaucoup de mal qui a été dit sur les jeux. Ouais. Avant les jeux. Après, ça a fait fermer un peu des bouches, mais... Oui, beaucoup même, quasiment tout. Tant mieux. Ouais. Et en plus, toi, il y a eu un truc, c'est que avant la compétition, tu as affiché clairement tes ambitions aussi, en disant, comme tu le fais là, mais en disant, moi, je viens pour l'or olympique. Il n'y a pas d'autre issue, c'est ce que je veux, c'est mon objectif. Ça a toujours fait partie de toi, d'afficher ses ambitions, de dire ouvertement, je vise ça, je veux faire ça.
Je sais pas si je le dis ouvertement, mais si on me pose la question, pour moi, c'est l'or. C'est l'or ou rien. Là, j'ai eu médaille de bronze. Ouais. Un peu de déception quand même. Ouais. Mais c'était légitime. Moi, j'ai envie de te dire aussi, c'est normal que tu aies eu ce discours. Parce que, après ce que tu as montré en battant tous les meilleurs de ta catégorie, bon, bah, de te positionner en tant que favori parmi d'autres pour ces Jeux Olympiques, c'est normal en fait. Y a pas de... Tu vois, on peut critiquer vachement ces discours-là de je veux être champion olympique, je veux tout gagner. J'ai envie de dire que dans ton cas, c'était bien de le faire aussi, quoi. De toute façon, moi, j'ai mon objectif. Non, mais j'aime bien ton attitude où, dans un milieu qui est très stressant, comme le sport de haut niveau, je trouve ça très fort que tu réussisses à garder cette, j'allais dire, cette nonchalance positive, tu vois. On me dit souvent ça, même mon Ouais. style. Les gens disent que je suis nonchalant dessus. Ouais. Moi, je comprends pas trop, mais ouais, c'est ma façon de faire. Je pense que c'est une bonne façon pour moi. Ouais. Je pense que pour certaines personnes, ils ont besoin de cette pression, ils ont besoin du stress pour performer, parce que sans ça, ils sont pas bien. Moi, je pense que je fonctionne bien comme ça. Ouais. Et j'essaye de garder ça. Ah ouais, je dirais même cette innocence, cette insouciance un petit peu, tu vois, qui est rare dans le sport de haut niveau avec l'enchaînement des compétitions, la pression. Donc c'est top que tu conserves ça. Ah ouais. On va parler de l'expérience olympique maintenant Ouais. en elle-même. Avant de parler de la compétition, parlons de la cérémonie. La cérémonie d'ouverture, sous la pluie. Moi, je l'ai regardée à la télé, c'était exceptionnel. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Raconte-moi un peu ce truc de dingue, cette dinguerie, pour reprendre tes termes. Exactement, dinguerie. La cérémonie d'ouverture, en vrai, c'était fou. Ouais. En plus, avec la pluie, comme tu l'as dit, ça a rajouté vraiment un truc. C'était un film, en fait. T'as l'impression d'être, je sais pas, dans un film. T'as la pluie qui tombe sur toi, tu te retournes à gauche, à droite sur le bateau, et il y a la France qui t'applaudit, qui t'encourage, qui te crie. Même avant d'aller sur le bateau, quand on vient en voiture à la cérémonie d'ouverture, tu tournes la tête par les fenêtres, tu vois n'importe quel Français est heureux. Oui, j'ai N'importe vu quel- même les policiers qui Exactement. Ils étaient là à klaxonner, à faire Les des... motards qui, bon, je sais pas si c'est bien pour eux, mais ils faisaient des roues arrière et tout. En vrai, c'était incroyable à voir ça. Tu te dis ça, tout ça pour nous, les athlètes, pour la France. C'est incroyable de voir ce peuple uni comme ça pour un événement. C'était fou. Il y a un truc qui t'a marqué plus particulièrement dans cette cérémonie. Qu'est-ce qui m'a marqué dans cette cérémonie Un truc qui m'a marqué, enfin, en vrai, le tout. Ouais, le tout. Ouais, Il n'y a pas un moment, tu vois, Céline Dion ou autre chose. Un moment où, vers la fin de la cérémonie, on est en bas de la Tour Eiffel. Ouais. Tout est privatisé pour nous, les athlètes. En fait, tu te dis, putain, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Il y a tout ça pour nous. Nous, on est là, on est tout petits. Les bâtiments, ils sont tout grands. Ouais. C'est fou. On a accès à des choses que personne n'a accès. Il y a un autre truc fou dans l'expérience olympique, c'est aussi le village olympique. Où tu croises plein d'athlètes, d'autres délégations, des stars qui sont au petit-déj en train de prendre des croissants. Est-ce que toi, tu as eu la sensation de vivre pleinement l'expérience du village olympique, d'aller, tu vois, demander des photos, des trucs, de te balader, ou est-ce que tu as veillé justement à rester peut-être un petit peu plus dans ta bulle pour pas t'éparpiller? Alors déjà, je vais remercier la fédération de taekwondo parce qu'ils ont organisé quelque chose. Ils nous ont fait une mise au vert avant les Jeux Olympiques. Okay. Donc en gros, on était à côté de Paris pour ne pas être dans la bulle olympique et les médias et le stress. On est resté à côté de Paris, donc dans un endroit très calme. Mais on s'entraînait à fond, on préparait ce moment-là. Donc très important, je pense. On n'a pas été dans le stress du village et ci et ça parce que c'était compliqué. Vous étiez combien? On était l'équipe olympique. D'accord. Donc 4 plus tout le staff. Oui, c'est ça. Oui, ok. Oui. Donc il y a eu ça, cette première partie. Après, on est allé au village olympique peut-être 2-3 jours avant la compétition. Moi, j'étais toujours focus sur la compétition. Pourquoi? Parce que j'étais au régime. Village olympique, c'est simple. Ah ben là... Tu sors, tu peux avoir à boire gratuit, à manger gratuit. Le muffin des JO. Le muffin des JO. Le sel, enfin la cantine des JO avec tous les plats de tout le monde entier. Moi j'étais au régime donc je me suis bien calmé Tu m'étonnes. Et j'étais obligé de rester focus dans ma compète. Et après j'ai bien profité. Ok. T'as croisé des stars, même de la délégation française, mais tu vois des athlètes où
tu te retrouves face à eux, tu te dis, wow, il est là, lui, c'est ouf. En vrai, j'en ai croisé pas mal. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tout le monde a la tête sur les épaules. Ouais. Au village olympique, les stars ne font pas les stars. Parce qu'en fait, on est entre guillemets tous au même niveau. On est au plus haut niveau compétitivement parlant. Bien sûr. Donc les stars ne font pas les stars. Il y a des gens qui demandent des photos. Moi, j'ai jamais demandé de photos dans ma vie. J'aurais peut-être pu, mais je n'ai pas demandé de photos. Ouais. Mais en tout cas, non, c'était cool de voir des stars à droite, à gauche, au self. Tu manges, il y a une star derrière toi. Tu manges, il y a une star à côté de toi. C'était cool. T'en profites un petit peu aussi pour, après la compète, je parle, mais pour t'ouvrir un peu aux autres athlètes. Tu vois, aller voir, j'en sais rien, moi, les volleyeurs qui ont fait champion olympique et leur taper la discute, ou d'autres sports, d'autres disciplines, mais t'ouvrir un petit peu, sortir un peu du taekwondo, quoi. Alors, ce qui est cool, c'est que dans le village olympique, par exemple, avec ta propre délégation, on a tous du coup la dotation olympique sur nous. Ouais. En fait, quand on se croise comme ça, on se check automatiquement. Ok. Moi, la première fois que je rentre, pourquoi il me check lui? Qu'est-ce qu'il veut? Tu sais, il veut quoi? Il me check et tout, tac, tac, tac. Et en fait, à la fin, tout le monde se check, toute la délégation se check, ça parle comme ça. Et on croise des gens que maintenant, en fait, on les croise tous les jours à l'INSEP, Ouais. qu'on se recroise sur des médias, sur des plateaux, sur ci, sur ça. Donc, ça se fait assez naturellement dans le village. C'est un moment hors du temps, on va dire. Et ouais, c'est un bon petit souvenir. La veille de la compétition, Cyriane, comment tu te sens? Est-ce que tu arrives à dormir? Est-ce que c'est impossible parce qu'il y a la pression, l'adrénaline qui commence déjà à monter? Après la pesée, j'ai bien mangé. Ouais, déjà. Ensuite- Tu dois perdre combien, toi, à chaque fois, juste pour... Ça dépend. Ça dépend vraiment. Là, j'ai dû perdre quelques kilos, peut-être quelques kilos. Mais je l'ai fait sur un long moment avec une nutritionniste très bien accompagnée. Donc, c'est passé vraiment comme du beurre. Ok. Et du coup, c'était quoi la question? C'était... oui, est-ce que la veille, tu arrives à dormir? Ah oui, du coup, après avoir bien mangé, je dors toujours bien avant une compète. Ok. J'ai bien dormi. Ils sont venus nous chercher un petit peu tôt pour aller au Grand Palais, Ouais. parce que la compétition se passait au Grand Palais. Mais ouais, et puis on avait fait des simulations de ça à l'entraînement aussi. Ça nous a aidé, la Fédé avait organisé ça aussi. Comment... explique-moi un peu plus en détail, là, une simulation, comment ça se passe? Et réveil, on avait prévu qu'on allait partir à 6h du mat, donc on s'entraînait à 6h du mat. Ouais. Échauffement, premier combat, deuxième combat, troisième combat, quatrième combat, contre certains adversaires qui pouvaient... Enfin, on a analysé le truc de A à Z, la Fédé a analysé le truc de A à Z, et puis on s'est préparé à ça, ouais. D'accord. Tu parles de préparation. Au Grand Palais, avant vous, il y a eu l'escrime, la semaine juste avant. Est-ce que toi et tes coéquipiers de l'équipe de France et coéquipières, vous y êtes allés pour vous imprégner un petit peu de l'atmosphère, de l'ambiance? Je pense que j'ai des collègues qui y sont allés. Mais pas J'y toi. suis pas allé. Ok. C'était un choix personnel? Tu Ouais. ressentais pas le besoin? Non, pas spécialement. D'accord. Et puis j'ai regardé. Du coup, on était dans le village Ouais. à ce moment-là. Et j'ai pu regarder à la télé, et ça suffisait. Ok. Ouais. Nickel. On va parler de ton premier combat maintenant, face à Georgi Gurdjieff. Prononciation est bonne? Ouais. Magnifique. Sûrement. Sûrement. Qui est double vice-champion du monde en 2023, donc avant les Jeux, et il l'a refait aussi en 2025. On dit souvent, enfin moi j'ai tendance à penser que le premier combat olympique, ça reste quand même peut-être le plus important, parce que c'est un peu... soit tu gagnes et ton parcours continue, soit tu perds et tu rentres à la maison. Voilà, hein, c'est compliqué à gérer. Est-ce que ça, t'en avais conscience? Comment tu l'as vécu, ce premier combat, la pression, l'adrénaline, l'ambiance? Faut savoir qu'au taekwondo, on n'a jamais eu des salles, même dans tous les sports, je pense, en vrai, les trois quarts des sports, on n'a jamais eu des salles aussi remplies, aussi grandes, avec autant de bruit. Parce que ça, c'est un facteur qui joue énormément. Le bruit, tout ce qui arrive dans les oreilles, c'est fou, donc ça fait bizarre. Premier combat, je suis resté focus. Je suis resté focus à 100% dans le combat. J'ai passé ce combat-là, sachant que c'était un bon adversaire, un vice-champion du monde dans ma catégorie. Donc, Bien sûr. Mais ouais. t'entends ton coach avec l'ambiance, moi je me dis, enfin, tu le dis, t'as jamais vécu ça. Est-ce qu'il y a des choses dont tu as l'habitude dans tes compètes que là, t'as pas pu mettre en place pendant les Jeux parce que l'environnement était complètement différent? j'entends le coach oui et non, plus à la pause. Ouais.
Avec l'environnement, ouais, on peut pas trop l'entendre quand ça crie et tout. Après, on s'est préparé. Enfin, les Jeux Olympiques, c'est pas que 4 ans de préparation, c'est une bien préparation avant. Bien sûr, tu as raison, mais est-ce qu'on peut vraiment se préparer à ça, tu vois? À l'ambiance, ok, on pas, peut faire mettre des enceintes, des trucs avec du son à fond, mais quand tu es dedans, je pense que tout ce que tu as pu t'imaginer avant, c'est au-dessus en fait. Bah, ouais, c'est au-dessus. C'est vrai qu'on peut pas vraiment se préparer. On essaye de se préparer au mieux possible. Après, comme je te l'ai dit, moi, j'ai eu cette chance de m'en foutre un petit peu. Ouais. Peut-être que ça a été une malchance pour moi dans les combats d'après, parce que justement, je suis resté trop strict et sur mon style de combat, et si et ça, je me suis pas assez lâché. Et je pense que c'est ce qui m'a coûté la médaille d'or, en fait. C'est de ne pas m'être assez relâché. Après, voilà, je me suis repris en main, et sur le combat pour la médaille, j'y suis allé vraiment relâché, c'est passé tranquille. Alors, il faut dire quand même qu'en quart de finale, tu prends le Sud-Coréen Taejon Park, qui est futur champion olympique en fait, à Paris. Ça passe à rien en fait ce combat, c'est vraiment hyper serré. Ouais, le combat est hyper serré, ça passe à rien. C'est là que la frustration parle. En vrai, si tu te fais défoncer, tu vois, il n'y a pas trop de frustration, à part t'être fait défoncer. Ouais. Mais si ça passe vraiment très 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 serré, sachant que lui après roule sur la compétition, en mettant 12 points d'écart à tout le monde. Tu l'as revu ce combat ou pas? Je l'ai revu plein de fois ce combat. Ah ouais? Ouais. Pourquoi ce besoin? Parce que tu vois, moi, pareil, on a beaucoup d'athlètes qui disent que quand il y a une frustration comme ça qui est vécue, je sais pas, par exemple une dernière touche en escrime perdue, tu peux pas revisionner. C'est trop dur, c'est trop d'émotions, trop de frustration, trop de tristesse. Toi, tu me dis, je l'ai revisionné plein de fois. Je l'ai revisionné parce que déjà, après ça, j'ai eu les matchs de repêchage. Ouais. Donc j'ai essayé de voir, je suis resté dans le truc, j'ai essayé de voir mon erreur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, direct après, direct après. revisionné, d'accord. Et puis après plein de fois pour essayer de comprendre, parce qu'en fait, Et alors? Est-ce que tu as trouvé... On comprend jamais. Non, on comprend pas, ouais. Moi, ce que je pense, c'est que j'étais trop dans mon style de combat personnel. Je me suis pas assez lâché. Et en fait, les Jeux Olympiques, c'est un moment où si tu arrives à te lâcher, je sais pas comment dire, mais le public peut te porter en fait. Bien sûr, tu peux devenir invincible. Tu peux devenir invincible parce qu'en fait, les gens crient ton nom et tout. Et moi, je suis trop resté dans mon style de combat. Enfin, c'est fou, dans la salle, il y a des gens qui ont une pancarte avec ta propre tête. Exactement. Ouais. Les gens crient ton nom. C'est difficile après de trouver le bon équilibre parce qu'en même temps, je suppose que faut toi, le vivre pour le comprendre. Ouais, et puis toi, je pense que tu étais un peu dans un truc de faut que j'essaye de prendre un peu ce que le public me donne, mais en même temps pas trop. On te dit souvent que faut rester 100% focus, puis des autres personnes te disent faut se laisser porter et t'essayes de faire la balance, mais c'est jamais la bonne balance à part quand t'es dessus quoi. Et que tu vois c'est quand la balance. Donc cette défaite en quart de finale face aux Coréens, qui ensuite prendra la médaille d'or un peu plus tard, il y a donc ensuite un petit temps. Il y a combien de temps avant le repêchage? Quelques heures. Quelques heures. Ouais. Tu fais quoi? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps? Bah là, du coup, je me dis merde. Ouais. Et j'ai loupé la médaille d'or. J'ai loupé parce que je savais qu'il allait gagner la compète après en fait. D'accord. Je n'étais sûr à 100%. Je savais que j'allais partir au repêchage parce qu'il allait aller en finale, etc. Et je me dis merde. Le staff de la Fédé qui était avec moi m'ont dit faut que tu te remettes dedans, faut que tu te remettes dedans. J'ai pris mon temps pour me remettre dedans quand même. Comment tu fais? T'es tout seul dans ta bulle ou tu continues à communiquer avec les autres? Tout seul dans ta bulle, tu lâches quelques larmes, tu sèches tes larmes, tu retournes t'échauffer et après ce que je me suis dit c'est let's go, je vais kiffer et ça peut que passer. J'y vais avec le sourire, j'y vais pour kiffer et du coup j'ai plus kiffé les combats d'après que les combats qui sont passés avant. Ok, ouais, ça a créé un petit déclic chez toi, tu as réussi à te lâcher, tu t'es dit, bon, de toute façon, maintenant, mon objectif de médaille d'or, c'est un peu envolé, et je peux vraiment profiter pleinement de la compète. Ouais. Et du coup, dans les combats d'après, par exemple contre le Vénézuélien, j'y suis allé franchement tranquille. Je m'amusais, je tentais des trucs. Et en fait, comme j'ai dit, quand tu te fais porter par le public et tout, en fait, tu te sens... tu scores, tout le monde crie, en fait, score. Ouais, c'est un peu un... T'es dans un état de flow, tu sais, la zone. Exactement. Ouais. C'est ça. Donc en repêchage, tu l'as dit, tu bats le Vénézuélien Yoandri Granago,
Puis après, tu apprends que ton adversaire italien, Vito Dell'Aquila, est forfait sur blessure. Alors tu l'apprends pas par n'importe qui, par un confrère, un journaliste d'Eurosport qui te l'annonce, caméra braquée sur toi. Je sais pas si tu sais, mais tu as la médaille de bronze. Toi, bah, tu es un peu là. Ah bon? Ok. Ah, Ça a dû être perturbant ce moment, non? Un petit peu. très perturbant, sachant que bah, déjà on te l'apprend par un média. Ouais. Ensuite, le DTN du taekwondo arrive et te dit non, reste dans la compétition. Ah oui. C'est pas possible, on ne sait pas ce qui va se passer, donc reste dans la compétition. Mais ensuite, on te dit non, mais c'est sûr. Mais ensuite, il y a des gens qui tu connais pas, ils arrivent, ils disent ouais, il est blessé. Il y a des gens que tu connais, disent reste dans la Le compétition. bordel dans ta tête à ce moment-là. Moi, je dis c'est bon, arrêtez de me parler, vous me faites tous chier. Ouais. Que ce soit le DTN, les médias, les ci, les ça, mon coach, arrêtez de me parler, je reste dans la compète. Il est là, on se bat, il est pas là, on se bat pas, point à la ligne. Donc toi, tu étais prêt à ce moment-là à repartir au combat, quoi. Il y avait pas J'étais prêt. Ouais, ok. Ouais, j'étais prêt. Et donc il y a forcément cette phrase qui est devenue mythique, hein, un petit peu, où avec la surprise, tu lâches un A, Babenef. Exactement. Babenef. T'en as fait une marque. J'en ai fait Cyrian. une marque, ouais. C'est quand même trop fort. Moi, je suis allé voir le site où on peut commander des t-shirts. Tout est épuisé. Rupture de stock. Victime de son succès, quoi. Bah ouais. Ouais, j'en ai fait une marque et comme tu as dit, ouais, quand le journaliste me l'apprend, je suis là, ok, bénéf, trop bien, cool. Je souris, mais en fait, 10 secondes après, il n'y a pas dans la vidéo, je tourne la tête et le DTN me dit non, il est là, reste concentré. C'est fou. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, voilà, avec le temps et la maturité après l'événement, entre guillemets, ouais, j'en ai fait une marque de vêtements, ça s'est super bien passé, les gens ont kiffé. C'est génial. Et puis c'est une phrase en fait qui a fait le tour des réseaux. Et les gens étaient super bienveillants autour de cette phrase. Des fois, il y a des petits buzz qui se font comme ça et les gens sont très malveillants. Et tout le monde était bienveillant et tout. Je trouve ça super. Moi. Je trouve que des trucs comme ça, tu vois, ça met en avant aussi ta discipline, en fait. Sans que tu le veuilles forcément, mais parce que ça buzz. Ah, c'est clair. Moi, je repense par exemple aussi au plongeon raté d'Alexis Gendard devant Emmanuel Macron. Exact. Tu vois, c'est tout con, mais ça a mis en avant sa discipline de dingue. Et lui également. Tu vois, ça a fait un peu pareil. Et cette phrase, elle me fait penser à... Je sais pas si tu connais Patrick Montel, le commentateur, l'ancien commentateur de l'athlétisme. Ok. Sur France Télévisions, qui a lâché pendant une course, alors peut-être. Ah oui, Sur, je vois. le mythique relais de Exact. Florian Gay, tu vois. Et en fait, il en a fait une marque également. Ok. Il a des t-shirts, des trucs, alors peut-être. Il a commercialisé le truc. Ok. Et je trouve que c'est là qu'on voit aussi que tu as un peu une âme d'entrepreneur presque. Hein. C'est, on va dire, mon kiff, outre le sport, et c'est ce qui me permet de kiffer le sport. C'est-à-dire que moi, j'ai 3 trucs dans ma vie que je surkiffe, des passions. Ouais. Le sport en numéro 1, l'e-sport en numéro 2, et tout ce qui est business et entrepreneuriat. D'accord. J'adore. Ça a bien débuté. Ça a bien débuté, tranquillement. J'ai fait ça tout seul, ça s'est bien passé. Ah, t'as fait ça tout seul? Ouais, 100% tout seul. Wow. Grâce à des amis qui ont monté une boîte, elle s'appelle Baba Finder. D'ailleurs, je les remercie. Et en gros, ils m'ont aidé à trouver le textile. J'ai eu un graphiste grâce à eux. Ok, et puis j'ai fait ça, tac, tac, tac. Ça s'est super bien déroulé. Et ouais, d'ailleurs, depuis, j'ai pas mal de projets que je suis en train de mettre en place à côté du taekwondo. Okay. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai toujours eu cette âme, entre guillemets, d'entrepreneur. C'est-à-dire que quand je me prépare à une compétition, ce qui me permet de rester focus dans la compétition, c'est de faire des choses à côté. Ouais, l'équilibre aussi. C'est ça. Bien sûr. Moi, c'est de faire des choses à côté, que ce soit jouer aux jeux vidéo ou monter des projets ou quoi que ce soit. C'est ça qui me permet le jour J de ne pas avoir stressé pendant 2 mois avant la compétition. Et c'est vraiment ça qui me permet de rester dedans. Après, ce petit truc là avec le journaliste, le DTN qui te dit non, finalement, bon, il y a vraiment un forfait de Vito. Tu dois remonter, non, sur le tatami. Il y a une phase où c'est ça, hein? Ouais. Après, tu sur des images, ça devait être un peu bizarre, ça aussi. C'est trop bizarre. Ouais. C'est trop bizarre parce que personne n'a fait ça, je pense. Hein. Quoi que si, il y a eu pas mal de forfaits au JO. Déjà, il faut savoir que les Jeux Olympiques, c'est ultra éprouvant pour le corps. Que ce soit le nombre de régimes faits mentalement, physiquement, c'est des années et des années et des années de stress du corps, etc. Donc, c'est pas rare d'avoir une blessure aux Jeux Olympiques. Bien sûr. C'est normal en fait, parce que c'est un événement de fou. On se prépare pour ça. Et je remonte sur le tatami tout seul, du coup sans mon adversaire. Et après, en même temps, c'est bizarre. Je me suis dit, c'est super bizarre. Je descends, je marche, je vais sur l'aire de combat. Je me suis dit, c'est bizarre et tout. Ouais.
Et puis en fait, t'as, comme je redis, le public qui commence à crier, à t'encourager, à être en joie et tout. Et après, tu dis, ouais, et là, tu kiffes. Let's go. Comme là, voilà. Face à ta grosse tête, c'est parfait. Exactement. Tu kiffes, tu lèves les bras, tu lèves le drapeau et tout. Et puis, fin de journée. Fin de journée, ça y est, j'ai plus de combat à faire. Allez, profite. Tu l'as dit, les Jeux Olympiques, c'est hyper éprouvant, les blessures, c'est fréquent. Il n'y a pas eu de frustration de ne pas avoir combattu Vito. Tu l'avais en plus déjà battu sur des compètes avant, donc c'était pas quelque chose qui t'a tracassé après en disant j'aurais peut-être aimé avoir vraiment ce combat pour la médaille, tu vois. Tu sais, moi j'aurais bien aimé combattre. Je vais pas te mentir, j'aurais bien aimé combattre. Mais bon, c'est comme ça. Si tu veux que je te dise, il n'a pas été là. Son corps n'a pas résisté, le mien a résisté. Quelque part, c'est une victoire. Voilà. Et est-ce que ça a pu te saouler parfois? Parce que moi, tu vois, je l'ai entendu et je trouve que c'est bête, mais le fait qu'on puisse dire à propos de ta médaille, tu sais, finalement, il l'a eu sans combattre pour le bronze. On oublie presque ce que tu as fait avant, tu vois. Exactement, il y a beaucoup de personnes qui ont oublié qu'il y a eu quand même pas mal de combats avant. Même si, tu vois, je vois ton état d'esprit, tu as cette capacité à passer au-dessus des choses, parce que parfois, tu as pu te dire, hey, ils abusent quand même, ces gens-là, tu vois. Ceux qui disent ça. Ça va. Allez hop, ça vous me sortez ça sur les réseaux. Ça va, tu commercialises, d'accord? Tu fais des t-shirts, ça va. Non, mais en vrai, les gens, ils disent, on connaît tous les réseaux sociaux. Il y a énormément de gens qui partent en dépression à cause des réseaux sociaux. Oui. Je vais pas partir en dépression à cause de personnes qui ne connaissent pas de quoi ils parlent. T'as raison. Donc, ça va, tranquille. Pas difficile. Moi, je m'en fous, moi. T'as raison, c'est un bon état d'esprit, une très bonne réponse. Il y a aussi un aspect très humain dans ces jeux te concernant, parce que donc il faut savoir que toi, tu es en couple avec une de tes coéquipières en équipe de France, Magda Vietenin, qui est arrivée sur ces jeux avec un statut de favori. Championne du monde, vraiment elle aussi, c'était l'objectif d'être championne olympique, et malheureusement, elle perd dès le premier tour. Je crois que sa compète en plus se passe après la tienne. Ouais. Comment tu vis un peu le sentiment contrasté de ta médaille et l'euphorie et tout ce qui s'ensuit, les médias, les trucs, la reconnaissance, et en même temps la détresse et la tristesse de Magda que tu dois aussi soutenir dans ce moment-là en tant que petit copain, quoi. Ça permet de garder les pieds sur terre. De voir qu'en fait ça se passe, c'est pas les Jeux Olympiques, c'est beau à la télé, mais dans la vraie vie, c'est très très dur pour certaines personnes. Moi personnellement, ça m'a permis de garder les pieds sur terre. Après, j'ai essayé d'être là pour elle le plus possible. Entre guillemets, j'ai annulé quelques médias et tout après les Jeux parce que y a des priorités, quoi. Et voilà, j'ai essayé d'être là un maximum pour elle. Ça montre que devant ces gens qui sont contents, il y a des gens qui sont moins contents, voire les trois quarts qui sont moins contents. À la télé, on montre que les gens contents. Donc voilà, ça permet de garder les pieds sur terre. Moi, j'ai tout donné pour être à ses côtés, la soutenir un maximum. Ça a été un moment dur, mais bon, après, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Et je pense que tu as bien fait ton travail, entre guillemets. En témoigne ce message. Regarde, Cyriane, c'est pour toi. Hello Cyriane, juste un petit message pour te dire que je suis hyper fière de toi. Je te vois au quotidien te donner pour ton sport. Donc voilà, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de belles réussites. Je sais quels sont tes objectifs sportifs que tu veux atteindre. Donc voilà, je serai un pilier pour toi pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et je voulais aussi te dire que tu m'inspires énormément, en dehors du sport, mais dans le sport aussi. J'adore m'entraîner avec toi et j'ai hâte de pouvoir m'entraîner à nouveau, faire des combats avec toi à la salle de taekwondo et plus dans le salon. Hello Cyriane. Plein de surprises aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça te fait, Cyriane, d'avoir ce message de Magda qui est aussi une source d'inspiration, quoi, pour elle? Ça fait plaisir. Hein. Ouais. C'est fou, c'est fou. Ça fait quoi aussi de partager le quotidien tu vois, avec Magda, vous faites tous les deux du taekwondo. Je suppose que ça doit aussi beaucoup tourner autour de ça. Vous êtes ensemble aux entraînements, en compétition. Vous parvenez quand même à trouver un équilibre et d'autres choses en dehors du taekwondo qui font durer votre relation? Je pense que on a un équilibre, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de pas stressé. Ouais.
elle est quelqu'un de stressé. Ok. On fait notre propre équilibre, on s'inspire l'un de l'autre, parce que moi, des fois, je suis trop peu stressé. Et du coup, en fait, je vais pas dire que je m'endors ou je me repose sur mes acquis, mais de la regarder, moi aussi, ça m'inspire, parce qu'elle se repose pas du tout sur ses acquis, trop peu même. Ouais. Donc, ça fait un équilibre comme ça. Après, un équilibre dans la vie, ça va. Franchement, je trouve qu'on a un bon équilibre. Récemment, elle s'est blessée. Et comme elle a dit, des fois on se fait des petits coups de pied dans le salon et tout, on reprend ensemble. Ah, c'est trop bien, moi j'aime bien moi. L'après-Paris, Cyriane, toi comment tu l'as vécu ? Il y a eu un vide, conscientiser aussi que tout ce chemin-là, hyper dur, hyper éprouvant, s'arrête. C'est la fin de cette aventure, on referme le livre Paris 2024. Déjà, merci pour les messages, déjà. Avec ça me fait grave plaisir. Merci à Magda, merci à J'ai perdu un peu les mots. Mais l'après-Paris, putain, c'est... Enfin, désolé pour... Non, t'es chez toi, là. Moi, je l'ai super bien vécu. Ah ouais ? Je l'ai super bien vécu parce que, justement, j'ai coupé direct. Je suis parti en vacances avec Magda, on est allé à Bali. Ok. Oui, j'ai coupé direct, mais coupé net. Plus de médias, plus de ci, plus de ça, on a coupé, on a kiffé. Donc voilà, après jusqu'à là, ça s'est super bien passé pour moi. Ouais. Mais après, comme il y a énormément d'athlètes qui partent en dépression. Bien sûr. Je pense que les 3/4, voire les 3/4 et demi après les Jeux, parce que c'est très très compliqué. Je pense que sur ce coup-là, j'ai vraiment eu une chance de kiffer. Et puis moi, je suis quelqu'un qui kiffe au jour le jour, qui kiffe la vie tout simplement. Donc, je me suis pas laissé abattre, on va dire. Ensuite, il y a eu la suite, il y a eu 2025, les championnats du monde. Tu perds en 16e, t'es battu par le chinois Yushua Liang. Dans une autre catégorie, t'es monté de catégorie en moins de 63 kilos. On n'aura pas le temps de tout aborder là, mais on va quand même en discuter un peu de l'avenir avec toi dans cette rubrique qui s'appelle Chaud devant. C'est parti. Alors, qui dit chaud devant, dit on se projette, dit LA 2028. Ouais. En quoi le Cyriane de 2028 sera différent de celui de 2024 ? Le Cyriane de 2024 connaissait le Cyriane de 2021. Ouais. On a appris petit à petit. Le Cyriane de 2028 connaîtra le Cyriane de 2024. Donc, step by step, on monte. Objectif, le même, médaille d'or. La catégorie, pas encore décidée. Donc pas encore décidé. On précise que les moins de 63 kilos, c'est une catégorie qui n'existe pas au jeu. Donc ça sera soit celle inférieure, donc moins de 58, soit la supérieure, moins de 68. En fait, c'est ça. Les moins de 63 se dispatchent dans les catégories. En fait, il y a des catégories intermédiaires. Donc après les jeux, là par exemple, tous les moins de 58 comme moi sont en moins de 63. Ouais. C'est les mêmes personnes en fait, qui vont se dispatcher fin d'année, soit en moins de 58, soit en moins de 68. Et voilà, pareil, à peu près dans toutes les catégories du taekwondo. Donc voilà, moi, mon objectif pour le moment, certes, il y a Los Angeles dans quelques années, mais c'est dans des années. Il y a le temps de refaire le monde en si peu de temps. C'est sûr. Donc moi, mon objectif, c'est de performer en moins de 63, faire champion d'Europe, faire champion du monde en moins de 63. Comme tu l'as dit, là, j'ai perdu contre le Chinois, qui était contre le Chinois en Chine, qui était assez favori et qui était fort. Mais on a fait un très très beau combat. Je perds bêtement à la fin. Un combat que j'ai mené de A à Z. Je perds à la fin bêtement. Et du coup, on se ressaisit, toujours. Il faut toujours se ressaisir. Et on va viser de grandes choses, sachant que ce Chinois-là est médaillé olympique en moins de 68 au Paris 2024. Du coup, l'objectif plus se lâcher, tu l'as dit tout à l'heure aussi, je pense, par rapport à Paris. On a pris quelques images du lieu où va se dérouler le taekwondo à Los Angeles en 2028. C'est le Convention Center, avec l'accent, vous le prenez comme vous voulez. Quand tu vois ce lieu-là, Cyriane, qu'est-ce que ça t'inspire ? Je sais que tu aimes bien les États-Unis, je crois que tu étais parti quelques fois en vacances là-bas. T'as hâte de découvrir ce lieu et cette ambiance aussi ? Le show à l'américaine est très très connu. Je pense qu'en termes d'infrastructure,
Ça n'aura pas autant d'histoire qu'à Paris. Mais en termes de show, on les connaît, les Américains, c'est des showman. Ouais. Donc, hâte de voir comment ça va se passer. Il n'y a pas ce truc aussi de te dire que les États-Unis, c'est pas forcément un pays de taekwondo, je suppose. Ça te fait pas peur en tant que pratiquant professionnel de te dire j'ai peut-être aller dans un pays où il n'y aura pas une hype énorme autour de cette discipline à ces jeux-là? Après, ils savent faire le spectacle, hein, les Américains. Ils savent faire le spectacle et puis énormément de personnes après les Jeux de 2024 m'ont dit on viendra à Los Angeles, on viendra. Ouais. Énormément de personnes. Ouais. Ça fait extrêmement chaud au cœur. Donc je pense que déjà les Jeux de Paris 2024 vont aider ceux de Los Angeles parce que c'était vraiment réussi. Donc ça va se faire automatiquement. Ouais. Je pense que la salle sera pleine quoi qu'il se passe. Et moi j'ai hâte. Hein. D'ici là, bon, step by step. Ouais, il y a énormément de temps. Il y a encore 2 ans. Ouais. C'est énorme. Surtout dans la vie d'un athlète, c'est énorme. Une blessure, ça peut arriver. Une dépression, ça peut arriver pour certains. Une compétition ratée, pas qualifiée. Il y a trop de variables à prendre. Tu l'as dit, 2 ans c'est énorme, 10 minutes, un petit peu moins, c'est ce qui nous reste dans cette émission, donc on va passer à la prochaine séquence, un moment un peu plus intimiste, on va discuter tous les deux au coin du feu. Bon, ça va, on est assez fin avec Cyrian. Ouais, on peut tranquille. se placer à deux dans le canapé tranquillement. Moi, j'aimerais parler famille avec toi, Cyrian. Je sais que c'est quelque chose de très important pour toi, notamment ton papa. On en a parlé un petit peu en début d'émission, qui est tout simplement ton mentor, en fait. Hein, on peut dire ça. Totalement. On a une petite photo assez sympa à te montrer, que nous a envoyée d'ailleurs ton papa, que j'ai trouvé très sympa. Et il m'a dit que cette photo, c'était tout simplement la fierté de la famille. Alors déjà, est-ce que tu peux donc nous présenter un petit peu ces personnes, donc ton père à gauche et ensuite? Mon père à gauche, mon grand frère à côté de lui, moi et ma maman. D'accord. Ah, elle est incroyable la photo. Ça, Elle est c'est une belle. fierté de la revoir parce que, en fait, autour d'un événement et d'une médaille, tu vois toute la famille heureuse et contente. Ouais. Et c'est génial. Ton père, il t'accompagne donc depuis tout petit sur les compétitions. Ça change quoi mentalement aussi pour toi de le savoir près de toi? Je pense que c'est une très très grande aide. Ça a fait. Ouais, il m'a toujours accompagné de A à Z, que ce soit à l'entraînement, il m'accompagnait à l'entraînement, il restait à l'entraînement me regarder, que ce soit même ma mère aussi en compétition, on m'a toujours accompagné en compétition. C'est quelque chose de fou. Je me rends compte de la chance que j'ai, parce que c'est pas comme ça pour tout le monde. J'ai vraiment une chance sur ce coup-là. Et je pense que c'est ça qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'apporte aussi en tant qu'ancien sportif de très bon niveau? Ta mère le handball, ton père a joué en jeune à l'Olympique de Lyonnais, d'où la photo aussi avec le maillot de l'OL de Cyrian, supporter donc du club. Ça t'apporte quoi justement d'avoir ce regard de tes parents qui connaissent en fait ce milieu-là? Ouais. Il faut savoir qu'on est une famille de compétiteurs, donc on aime la compétition. Du coup, en fait, ils l'ont ancré dans mon ADN et j'adore ça aussi. D'accord. Donc ça fait que Attends, j'essaie de m'imaginer là, soirée jeux de société en famille, ça part dans tous les sens quoi. Faut gagner. Ah ouais, ça faut gagner. Quoi. Donc il y en a un qui est content et tous les autres font la gueule après quoi. Ouais. Après, en vrai, on a à la famille, on a je sais pas comment dire. On a une bonne famille, donc on va pas se faire la gueule. On se fait pas la gueule dans la famille. On kiffe ensemble. Et voilà. Quand tu es sur le tatami en combat, tu sais où sont tes parents? Même sans les regarder, tu les sens? Oh, je sais où ils sont à chaque fois. Ouais. D'accord. Ouais. C'est important pour toi de savoir où ils sont placés? Quand je rentre sur l'aire de combat et qu'ils sont dans les gradins, dans les tribunes, j'essaie toujours de les chercher du regard et je les trouve. Okay. Comment ils vivent tes combats, eux, émotionnellement? Je crois que ma mère, c'est très très dur émotionnellement. Des fois à pas regarder même. Ah ouais. Mon père un peu moins, mais après ça doit être super stressant pour eux. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Franchement, ça je me l'imagine pas, mais ça doit être super stressant pour eux. Quand tu vois ton enfant moi à chaque combat je joue ma vie. Donc quand tu vois ton enfant qui joue sa vie à chaque combat, qui joue des fois sa vie et qui perd, ça doit être dur. Et ils se comportent comment avec toi? Ils sont plutôt discrets, enfin tu vois, ils se mettent un peu dans un coin et
Ils s'empiètent pas trop sur ce que toi tu fais en compétition, ou la bulle dans laquelle tu te mets, ou justement ils essayent d'être vraiment présents à discuter avec toi? Comment ça se passe, Cyrian? Je dirais un bon mix des deux. Ouais. Quand il faut être discret, quand c'est dur pour moi, ils sont discrets. Quand il faut mettre un coup de pied au cul, ils mettent un coup de pied au cul. Ouais. C'est une habitude qu'on a pris ensemble. Et tu vois, Cyrian, là, depuis qu'on a commencé cette interview, j'ai l'impression que tout coule sur toi. Tu vois, qu'il n'y a pas vraiment de pression, de choses. Alors, ça, on en a un peu discuté. Les doutes. Est-ce que ça t'arrive d'en avoir, hein, des doutes sur ton niveau, ce que tu vas faire après, sur plein de choses, tu vois, de la vie d'un athlète de haut niveau? Bah, à ça, 2 anecdotes. Ah. C'est-à-dire que j'ai commencé en me donnant à fond. Ouais. Quand j'étais petit, je suis allé par exemple en Belgique. Je dormais dans le sous-sol d'un coach Ok. avec un Polonais et un Suisse pour aller à l'entraînement avec eux le lendemain. Je me suis toujours donné à fond, Ouais. donc il n'y a pas de place au doute. D'accord. Et en même temps, j'ai vécu des années assez compliquées. Par exemple, une année avant les Jeux. Donc l'année avant les Jeux où tous les Grands Prix, je les perds en quart de finale. Tous. Bam. 1, 2, 3, 4 Grands Prix perdus en quart de finale. Mais j'ai pas douté. Je me suis dit, ok, bah on reprend l'année prochaine, c'est l'année prochaine les Jeux. L'année d'après, j'ai mis en place ce qu'il fallait, que ce soit avec ma famille, avec le staff, quitte à se battre un peu contre le staff. On a mis en place ce qu'il fallait, faire que 2 compétitions, puis les Jeux. Bah, le résultat, ça a été 2 compétitions, 2 médailles d'or, Jeux, 3e place. Bah écoute, chapeau, j'ai envie de dire, Cyrian, garde cette force de caractère. Non mais vraiment, cette force de caractère que tu as, c'est assez bluffant. À ton âge en plus, je le rappelle, seulement 23 ans. On va finir cette émission, Cyrian, en rigolant un petit peu, avec une petite tier list. Ok? Allons-y. Allez, on y va, c'est tout fait tout flamme. Alors, donc rapidement, hein, vous connaissez cette séquence, il y a la tier list, il y a plusieurs catégories. Cyrian va devoir classer des éléments de toutes sortes, hein, de la nourriture, des activités. Je te laisse, Cyrian, prendre cette tablette, nous faire ta petite tier list. Tu peux commenter rapidement. Allons-y. Alors, déjà. Ouh là là. Ah, c'est cool. Déjà, on commence la défaite en Voilà. cendres parce qu'on n'aime pas ça. T'aimes ça, toi? Il y a eu un moment où j'aimais pas du tout ça. Ok. J'étais vraiment dans la compète. Maintenant, disons que je relativise un peu plus, quoi. Ok. J'essaye. Je comprends. J'ai cassé 2-3 raquettes de ping-pong. Une table ici, parfois ça peut vriller. Call of Duty. Flamme Ah oui, olympique. flamme olympique. Tu fais des compètes même, hein? Je fais des tournois sur Call of Duty. J'adore ce jeu et je joue depuis que je suis petit et j'ai un bon petit niveau. Donc. Tu trouves des similitudes entre, ma question est un peu farfelue, mais entre Call of Duty Énormément. et le taekwondo? Énormément de similitudes. Que ce soit pas que Call of Duty, mais l'e-sport en général. Énormément de similitudes. Ok. C'est fou. Rapidement, juste lesquels? Que ce soit en termes de réflexion de combat, que ce soit, je sais pas, mais il y a énormément de similitudes. Ok. Je pourrais pas te dire avec les termes gaming comme ça Ouais. là, mais ouais, il y a énormément de Ok. similitudes. Donc Call of Duty, faut le dire avec l'accent. Exactement. Le Colombo, mon plat préféré, Ah, que ma maman fait très très bien. allez. Flamme olympique aussi. Le golf, Le golf, tu sais pourquoi j'ai mis ça? Vas-y, classe-le, puis après on... je le mets dans briquet. Dans briquet. Ben regarde, parce que t'es très doué au golf, hein, il faut le dire quand même, Cyrian. C'est fort. Voilà, on voit la gestuelle, il y a un peu de Tiger Woods en toi. Hein. Oui, exactement, exactement. Non, je suis. Ah ouais, le golf c'est cool. C'est cool. C'est cool, j'en ferai pas mon sport, mais c'est cool de temps en temps. C'est pour ça que je mets ça dans le briquet. Interstellar, honnêtement, l'un de mes films préférés. Dans mon top 3, je pense. Allez, flamme olympique. Je l'ai regardé à un âge où je kiffais tout ce qui était science, Ouais. tout ce qui était dans... J'adore. Ok. Le MMA. Le MMA, feu de camp. Feu de camp. Allez. Feu de camp, le Je suis MMA. un petit peu. J'aime bien. Ok. Je pense pas que j'en ferai, mais j'aime bien. Allez, Muffin des JO. 5, le muffin des JO, vas-y. Muffin des JO. Feu de camp aussi. Allez. C'était très très bon. Ouais, j'ai eu On des a bons vu- retours sur ce. On a vu pas mal de vidéos. C'était très très bon. Le régime. Eh ben tu sais quoi? Ah, Allumette, pas allumette. cendre. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est comme ça.
Eh oui. Et C'est oui. comme ça, et c'est un peu le premier combat finalement. Exactement. L'AS Saint-Étienne. Allumette, je ne parlerai pas plus. Oh, ça va, tu ne mets pas dans cendre. Non, pas. D'accord. Timo, un personnage très très. Tiens, hop, Cendre, c'est un personnage très très relou dans un jeu. Voilà. Affreux. Alors je me suis fait aider, je ne connais pas trop League of Ouais. Legends, donc j'ai demandé un personnage relou, on m'a dit de prendre Timo. Affreux. Voilà. C'est affreux. D'accord. Et les voitures, Les belles voitures, hein, les Les voitures belles de voitures. sport un petit peu et tout. j'adore. Ah ben voilà. Flamme olympique aussi. Flamme olympique, magnifique. Tiens, Cyrian, la dernière question, comme d'habitude. Call of Duty, le Colombo, Interstellar ou les voitures? Tu dois choisir. Le Colombo. Le Colombo. Allez, la nourriture. Exactement. évidemment. Magnifique. Merci beaucoup, Cyrian. Avec plaisir. Et je te souhaite une bonne continuation pour tout ce que tu vas entreprendre par la suite. Et bah, c'était. Est-ce que je peux dire un petit mot? Vas-y, rapidement. Tu peux y Petit mot, un grand remerciement à l'armée de terre, à l'armée de champions et au bataillon de Joinville qui me suivent et m'accompagnent depuis maintenant quelques années, qui sont toujours restés à mes côtés. Et un grand merci. Eh ben voilà. C'est important de remercier aussi les bonnes Toujours. personnes qui t'accompagnent et te soutiennent. Merci Cyrian. Merci Moi, je à toi. remercie toute l'équipe en régie autour de Julien Perronnet à l'édition, Nicolas Baillet à la réalisation, Amélie Guilbert au son, Elisa Provin au maquillage. Salut tout le monde, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'On s'enflamme. Bye.